Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette fin août. Je suis un petit peu en retard parce que j'ai pris des vacances et puis voilà, c'est l'été. Aujourd'hui, K comme Ketman. Et le Ketman, je vais vous expliquer ce que c'est dans la vidéo, mais pour vous en dire tout de suite la saveur particulière, la petite épice, là, ce qui en fait la profondeur, on pourrait dire, c'est une astuce. C'est comme un petit obstacle dans la pensée pour vous éviter de devenir, une astuce pour ne pas devenir d'inoffensif branleur. Voilà. Aujourd'hui, c'est petit éveil pour essayer de ne pas devenir d'inoffensif branleur. Bien. Alors, comment on en vient à ça? On est en 1953 et quelqu'un qui vient de démissionner des services diplomatiques de la démocratie populaire de Pologne, qui s'appelle Czesław Miłosz, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, publie un ouvrage magnifique, merveilleux, que j'ai déjà recommandé de nombreuses fois, qui s'appelle La pensée captive. Dans La pensée captive, Czesław Miłosz nous propose d'essayer de comprendre l'état mental, l'état psychique des gens qui collaborent, participent ou tentent vaguement de résister à l'intérieur d'un régime communiste qui est en train de prendre une direction stalinienne très très lentement, mais enfin ce qui est en train de se passer en Pologne. Et pour décrire cela, il utilise deux outils principaux, au-delà d'une série de portraits qui sont totalement merveilleux. Bon, il y a l'histoire de la pilule Murtibing, qui est une pilule qui simplifie la vision du monde, et puis surtout le Ketman. Voilà, le Ketman. Alors, qu'est-ce que c'est que le Ketman? C'est un concept issu, on pourrait dire, de l'islam médiéval, quand dans les premiers temps de l'islam en terre de Perse, les musulmans devaient se dissimuler, et ensuite, comment les chiites ont dû se dissimuler en terre sunnite. C'est un concept qui décrit la dissimulation autorisée de sa foi lorsqu'on est en danger. Donc c'est vraiment une manière de faire. Alors, Czesław Miłosz ne l'a pas observé lui-même, il l'emprunte aux descriptions d'un autre diplomate dont on parle très peu parce qu'il est abominablement raciste, qui s'appelle Gobineau. Donc je reviens à mon histoire, c'est une pratique de la dissimulation. Aujourd'hui on utilisera dans les médias le terme taqiya, qui est quasiment un synonyme. Et c'est vraiment l'idée dans le Ketman, à la fois d'apprendre à dissimuler sa foi personnelle et de devenir un champion de l'idéologie ou de la religion dominante, quand on est soi-même en minorité, et de de surperformer en quelque sorte l'idéologie dominante, tout en modifiant d'infinitésimales virgules, tout en bougeant des toutes petites choses, afin de faire exister sa foi et de se reconnaître avec les autres. Et en gros, à travers ça, Czesław Miłosz nous dit, c'est que les individus idéaux pour un régime totalitaire ne sont pas des abrutis, ce ne sont pas des inconscients, ce ne sont pas des gens bêtes, simplifiés, inconscients de la différence entre le réel et la fiction totalitaire. Ce sont au contraire des êtres surconscients, surmobilisés en permanence pour voir s'ils sont d'un côté politiquement corrects et qu'on ne va pas leur couper la tête, et puis de l'autre côté en train de cultiver leur jardin secret fait de variations de virgules pour faire exister leur foi singulière à l'intérieur de l'ensemble. Et ce qu'il nous dit, c'est que, contrairement à ce que pouvait penser Hannah Arendt, je dis bien contrairement, hein, le sujet idéal pour un État totalitaire, ça n'est pas un être idiot, ça n'est pas un être qui ne voit plus la différence entre la fiction et le réel, c'est un être qui en est parfaitement conscient et passe son temps dans une gymnastique mentale pour à la fois faire exister sa foi et être surperformant dans l'idéologie qui l'oppresse. Voilà. Alors, voilà le concept. Par rapport à ça, 3 mises en garde. La première, elle nous vient de Czesław Miłosz lui-même. Czesław Miłosz nous dit attention, quand on se livre au Ketman, en réalité, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait?
eh bien, on se perd dans un labyrinthe d'orgueil. On commence à se perdre dans l'effort permanent qu'on a pour à la fois respecter parfaitement le dogme et y introduire d'infinitésimales variations, mais qui nous laisse quand même en sécurité. On se perd dans cette gymnastique mentale et on développe un orgueil extraordinaire par rapport à la performance qu'on déploie pour à la fois exister dans la pureté de sa foi et exister en étant parfaitement conforme, presque conformiste, dans la pureté de la doctrine totalitaire qui nous est imposée. Donc il nous dit, voilà, on entre dans une espèce de gymnastique mentale qui apporte des satisfactions intérieures. On passe en fait son temps à se regarder soi-même en tant que surperformeur à deux niveaux, dans sa foi et dans le respect de l'idéologie dominante. Deuxième mise en garde que je vous propose, là c'est pas du tout Miłosz qui vous la propose, c'est moi. Il me semble que, en réalité, il existe à des degrés divers toujours du Ketman, toujours un art de la dissimulation. Pourquoi ? Eh bien parce que dans toute situation sociale, il y a toujours des gens qui sont plus conformistes que les conformistes, des gens plus royalistes que le roi, des gens plus obéissants, etc. Pourquoi ? Parce que dans toute situation sociale, il y a un ensemble de contraintes, du politiquement correct, du tabou, des choses qu'il faut dire et des choses qu'il ne faut pas dire, et que par rapport à ça, on est, en tant qu'être social, en permanence en train de, d'une certaine manière, se surveiller pour ne pas blesser le sentiment commun, pour ne pas dire des choses qui ne doivent pas être dites. Alors évidemment, c'est à des degrés divers. Il y a des sociétés dans lesquelles il faut se surveiller en permanence et d'autres dans lesquelles on peut quand même, une fois une base assurée, de choses à ne pas dire, on peut prendre le risque de parler de façon découverte. Czesław Miłosz nous raconte que quand on sortait de l'espace des démocraties populaires soviétiques, on était toujours choqué en arrivant en Occident par l'espèce de relâchement, de stupidité globale des individus qui n'étaient pas à chaque parole, en montant dans un taxi ou en entrant dans un commerce, en train de faire un calcul, une partie d'échec incroyable sur chaque virgule qu'ils allaient prononcer, mais qui pouvaient parler comme ça sans y penser, à bouche déployée, donner leurs opinions, etc. etc. Bon. Or moi, je ne crois pas du tout que nous soyons aujourd'hui dans une société molle où tout est permis, où on peut dire tout ce qu'on veut. C'est la troisième mise en garde que je voudrais partager avec vous. Le contrôle social ne vient pas forcément de l'État. La sanction ne vient pas forcément de l'État. Ce qui va procéder à la normalisation, c'est pas forcément l'État. Mais ça peut être les familles, ça peut être le milieu professionnel, ça peut être la pratique religieuse, ça peut être le lycée, etc. etc. Ce qui produit la norme, c'est pas forcément l'État. Et j'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, si on a un État qui, par rapport à un régime stalinien, est beaucoup moins répressif, on obtient néanmoins une très grande uniformité des pratiques culturelles, des représentations, des manières de parler, de dire, de faire, etc. Et cela sans l'État. La quasi-totalité des individus en France, par exemple, est équipée d'un téléphone portable. Et si l'État y joue son rôle, la première chose qui contraint à cet équipement d'un mouchard, en quelque sorte, sur vous, c'est quand même pas rien, équiper d'un mouchard tous les citoyens d'un pays. Ce qui va essentiellement provoquer ça, c'est des incitations à la consommation et une pression professionnelle. Moi, j'ai acquis un téléphone portable, je crois, en 2012, parce que ça conditionnait un emploi. Tout simplement, on m'a dit que sans ça, on m'embauchait pas, puis c'est tout. Parce que voilà, je paraissais pas crédible. En fait, c'était surtout un problème de crédibilité. Sans 06, je n'aurais pas été crédible à leurs yeux. Voilà. Mais maintenant, vous pouvez faire l'inventaire de toutes les choses que vous ne dites pas, quand bien même vous les penseriez, et que parfois vous essayez d'enrober de manière extrêmement délicate pour que vous demeuriez audible à vos contemporains. Et vous observez à cet endroit-là en train de pratiquer le Ketman, l'art de la dissimulation, qui tend à faire des sujets des États, par exemple des États autoritaires, d'inoffensifs branleurs, n'est-ce pas ? Alors, si vous voulez en trouver de manière facile, ce que je vous suggère de faire, par exemple, c'est d'aller regarder dans ce qui fonde le consensus
globalement accepté en France aujourd'hui, une espèce de somme d'évidence qu'on ne remet pas en question. Par exemple, il est normal qu'il y ait des entreprises privées. Je sais pas, il est normal qu'il y ait de l'argent, il est normal qu'il y ait des entreprises privées, il est normal que ces entreprises privées fassent des profits. Il est normal que le travail rémunère les revenus du capital, enfin rémunère le capital. Il est normal que ces plus-values redistribuées au capital donnent une croissance qui est elle-même un objectif souhaitable. Il est normal de pouvoir faire des profits sur tout ce qui existe. Prenez par exemple vous savez les quotas de carbone qu'on peut vendre, etc., sur lesquels on peut réaliser des profits, comme Total par exemple. C'est littéralement l'idée qu'on peut faire du profit sur la survie de l'humanité et sur c'est ça, sur la survivabilité de l'espace commun, quoi, de notre Terre. Donc, voilà, tout simplement, en résumé. Il va chercher dans l'islam médiéval un concept pour comprendre quelle est la disposition d'esprit face à une contrainte très forte imposée à l'exercice de la pensée. Cette contrainte, on peut la décrire comme existant en permanence dans toute société de manière légère et diffuse ou très forte et explicite, avec un ensemble de variations au milieu. Cette contrainte-là, elle n'est pas nécessairement imposée par l'État, elle peut être imposée par toute institution en réalité. Et à partir de là, gymnastique pour l'esprit, observons là où nous nous mettons un point d'orgueil à faire vibrillonner, à faire bouger les virgules, au lieu d'affirmer tout simplement haut et fort nos valeurs, nos opinions, nos principes. Voilà. Et sur ce, j'espère que cette vidéo sera utile à quelques-uns et à quelques-unes, notamment pour identifier les moments où en fait c'est à soi qu'on fait plaisir et pas au commun qu'on est utile. Il y a des moyens pour se faire plaisir qui sont, comment dire, enfin qui produisent moins d'obéissance et qui produisent moins collectivement un peuple inoffensif. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne rentrée, une bonne fin d'été douce et agréable, de trouver des ruses, des astuces explicites sur la place publique pour échapper à la tristesse ambiante des biopolitiques qui nous sont imposées. Et puis, on se dit à bientôt. Salut tes joies.